Rupert Murdoch a quand même connu quelques résistances notables au fil de ses 70 ans de carrière. Principalement en Chine d'ailleurs, où il a tenté de s'implanter depuis sa toute première visite en 85. En 87, à Hong Kong, il rachète un important journal qui s'appelle le South China Morning Post. Il va devoir ensuite le revendre en 93 pour investir dans Star TV. C'est un réseau de diffusion directe par satellite qui doit couvrir depuis Hong Kong toute l'Asie. Là, c'est un projet un peu fou, un peu grandiloquent de Rupert Murdoch, un projet comme d'habitude politique et économique. C'est qu'il veut faire de Star TV, de ce réseau par satellite, la tête de pont de sa conquête des téléspectateurs chinois. Seulement, le gouvernement chinois considère à l'époque, et à juste titre, Rupert Murdoch comme un agent d'influence américain et donc comme un ennemi historique du communisme. Ils vont assez vite être confirmés dans cette opinion parce qu'en septembre 1993, Murdoch donne à Londres un grand discours qui est écrit par son conseiller, un économiste libéral qui s'appelle Irving Stelzer, et il dit, je cite, « Les progrès de la technologie des télécommunications sont une menace sans ambiguïté pour les régimes totalitaires, parce que la diffusion par satellite va permettre aux habitants avides d'informations de très nombreuses sociétés fermées de contourner les chaînes contrôlées par l'État. » Évidemment, le Premier ministre chinois Li Peng obtient une copie de ce discours et il voit dans ce discours une menace préméditée, calculée de Rupert Murdoch à l'encontre de la souveraineté chinoise. Alors, moins d'un mois plus tard, il décide d'interdire la vente et d'interdire surtout l'utilisation d'antennes paraboliques en Chine. À ce moment-là, Murdoch a déjà investi 1 milliard de dollars dans Star TV, qui lui coûte 100 millions de dollars par an, pour un projet qui finalement est mort-né, stoppé net par les autorités chinoises. Murdoch a aussi échoué à dominer l'Internet. Déjà parce qu'il n'y comprend absolument rien. Il est d'une autre génération. C'est quelqu'un qui gère encore aujourd'hui son empire exclusivement au téléphone. Il n'utilise pas d'ordinateur, il n'a pas d'adresse email, il n'est pas extrêmement doué pour les smartphones. Et même s'il a été un des premiers à prendre conscience du pouvoir de la transformation numérique, d'abord dans la fabrication de l'information, des journaux, des télévisions, puis dans sa distribution, c'est pas quelqu'un qui est à l'aise avec les médias numériques. Il avait la même assistante de 62 à 2011. Ça s'appelle Dorothy Window, la pauvre. C'était une espèce de cerbère qui barrait l'accès à sa personne à quiconque. Et Murdoch, en 93, sans le faire exprès, avait aiguisé l'appétit des géants de la communication qui va ensuite mener à la bulle Internet en 2000 quand il a racheté le premier fournisseur d'accès à Internet grand public qui s'appelle Delphi. En 1996, AOL lui propose d'être racheté par Murdoch pour 5 milliards de dollars. Mais là, Bill Gates, qui vient de lancer MSNBC, dissuade Murdoch d'acheter. Il va s'en mordre les doigts parce qu'en 2000, 4 ans plus tard, AOL va fusionner avec Time Warner pour 165 milliards. En 2005, même histoire, Murdoch rachète le premier réseau social le plus visité du monde jusqu'en 2008 qui s'appelle MySpace. Il l'achète pour 580 millions de dollars. C'était un site où les jeunes et les moins jeunes pouvaient communiquer et diffuser leur musique. Finalement, il va passer à côté du seul business model rentable pour un réseau social, c'est-à-dire la collecte de données destinées à de la publicité ciblée, alors que le jeune Mark Zuckerberg en fait le cœur de la stratégie de développement de son Facebook. Murdoch, en 2011, terrassé par Facebook, va devoir revendre MySpace pour seulement 35 millions. Et il avoue d'ailleurs lui-même sa déconnexion, en expliquant qu'il a grandi dans un monde hautement centralisé, où les nouvelles et les informations étaient étroitement contrôlées par quelques rédacteurs en chef, dont son père, et ces rédacteurs en chef pensaient leur dire ce qu'ils pouvaient et ce qu'ils devaient savoir. Seulement le monde a bien changé, il le sait, c'est lui par exemple qui lance le premier journal conçu pour l'iPad, en 2011. Ça s'appelait The Daily, mais il l'a fermé dès 2012. Et il a investi en 2016 dans un acteur français qui voulait révolutionner la diffusion de la télévision par Internet. Il a investi 4 millions d'euros dans Molotov, qui va être revendu en 2021 à l'américain Fubo. Il y a eu quand même une grosse banane dans les projets d'investissement de Rupert Murdoch. Ça a été un des premiers milliardaires à investir dans Theranos. Il a investi 125 millions de dollars. C'est une start-up qui a été montée par une étudiante de Stanford qui avait 19 ans. Elle s'appelle Elizabeth Holmes et elle promettait que son produit pouvait prédire des maladies en réalisant plus de 200 analyses à partir seulement de quelques gouttes de sang qu'on prélève sur le doigt.
En 2014, ces 50% de Theranos, à elle, Elizabeth Holmes, étaient valorisés 4,5 milliards de dollars, ce qui a fait d'elle la plus jeune milliardaire à ne pas avoir hérité de sa fortune. À ce moment-là, un journaliste du Wall Street Journal qui s'appelle John Carreyrou, journal possédé par Rupert Murdoch, va semer le doute sur les promesses de la start-up Theranos. On est en 2015. Il y a un très bon livre que je vous conseille qui s'appelle Bad Blood, justement écrit par John Carreyrou, et qui va prochainement être adapté par le réalisateur de Big Short, le coproducteur de Succession Adam McKay. Il y a une série aussi excellente sur la vie d'Elizabeth Holmes qui s'appelle The Dropout et qui est sortie sur Disney. Ce que vous n'y voyez pas, c'est que Murdoch, lui, finalement, a quasiment rien perdu parce qu'il a revendu à Theranos ses actions pour 1 dollar. Pourquoi? Pour bénéficier d'une déduction fiscale sur sa perte, juste avant que Elizabeth Holmes quitte le bateau en 2016. Et il faudra attendre 2008 pour que la SEC, l'organisme américain qui réglemente, qui contrôle les marchés financiers, accuse Holmes d'avoir fait de faux rapports financiers et pharmaceutiques. Et depuis 2022, elle purge une peine de 11 ans de prison pour cela. Murdoch a failli perdre 2 fois le contrôle de son empire. Le premier, on le sait, c'est avec la crise de son financement, de son refinancement, avec son surendettement. Le deuxième, il est moins connu. C'est en 2004. À ce moment-là, Murdoch fait la plus grande erreur financière de toute sa vie en décidant de transférer ses actions News Corp de la bourse de Sydney à la bourse de New York, pour des raisons juridiques et fiscales. Mais il ignorait qu'en changeant de bourse, ces actions qui étaient détenues par des fonds indiciels australiens allaient se retrouver automatiquement mises en vente. Et là, ses concurrents qui ne l'ignoraient pas ont bondi sur l'occasion pour les acheter en masse. C'est un raid massif. Aussi bien que le 2 novembre 2004, le jour des présidentielles qui ont vu la réélection de George W. Bush aux États-Unis, Murdoch a dû racheter en catastrophe toutes ses actions, et au prix fort. Son concurrent le plus tenace, c'est un républicain, il s'appelle John Malone. C'est le premier propriétaire terrien américain, il possède des chaînes du câble. Il s'était emparé de 16,3% des actions News Corp, mais surtout des droits de vote afférents. Et pour récupérer toutes ces actions, il a fallu que Murdoch cède à Malone, à contre-cœur, pour 11 milliards de dollars d'actifs, dont 3 réseaux sportifs régionaux, mais surtout sa participation dans Direct TV, qui va être revendue 49 milliards quelques années plus tard, et dans Liberty Media, qui est l'actionnaire majoritaire de Live Nation, vous savez, le plus grand organisateur de concerts, dans Ticketmaster, qui vend des tickets de concerts. Et surtout, dans Liberty Media, va être la société dans laquelle John Malone va racheter en 2017 les droits de la Formule 1. Et il va en faire un succès remarquable. Murdoch, après avoir versé ce baiser d'adieu, met en place une petite pilule empoisonnée dans les contrats. C'est une clause qui permet d'empêcher une prise de pouvoir inamicale, offensive, en diluant le capital. Et donc, News Corp est depuis 2004 à l'abri de toute OPA hostile. News Corp et Murdoch, évidemment. Seulement, cette affaire a révélé, il y a 20 ans déjà, la fragilité intrinsèque d'un groupe d'une valeur de 40 milliards de dollars qui est géré comme une petite épicerie familiale par un dictateur, un empereur des médias, seul maître à bord depuis 1953, depuis 70 ans, et qui s'obstine à refuser de mettre dans l'ordre dans son management, qui se moque des plans de succession organisés depuis 1997, qui nomme des conseils d'administration totalement complaisants, et qui, à chaque occasion, a su faire preuve de népotisme. En 1997, Rupert Murdoch voit la foudre, la Cupidon et ses flèches. Il s'éprend d'une stagiaire de Star TV. Il a 38 ans de plus qu'elle et elle joue son interprète dans les rues de Shanghai. Elle s'appelle Wendy Deng. Elle a réussi à attirer son attention en lui demandant pourquoi sa stratégie d'affaires en Chine était aussi pourrie, aussi nulle. À ce moment-là, le New York Times, son grand concurrent, en profite pour dévoiler leur idylle en octobre 1998 et Murdoch doit publier instantanément dans la page 6 du New York Post un petit filet avec sa séparation avec sa femme, Anna Murdoch, après 31 ans de mariage. Il va même jusqu'à contraindre Anna Murdoch de quitter le conseil d'administration de News Corp. C'est une société pour laquelle elle travaillait depuis qu'elle avait 18 ans. Elle accepte aussi de renoncer à réclamer la moitié des biens de Rupert Murdoch, seulement en contrepartie de l'assurance que d'éventuels nouveaux enfants seraient exclus de sa succession. Et 2 semaines après l'annonce du divorce, en juin 1999, les 3 enfants de Rupert Murdoch, les 3 derniers enfants de Rupert Murdoch, se rendent sur le Morning Glory, c'est son yacht, c'est le yacht qui devait être leur résidence de retraite avec Anna Murdoch. Murdoch qui organise son mariage avec Wendy Deng, il a invité 81 personnes triées sur le volet, dont le roi des junk bands, qui va bientôt être à 2 doigts de lui faire perdre son empire,
et qui va finir en prison, Michael Milken, et un oligarque russe qui s'appelle Boris Berezovsky. À l'époque, c'est le propriétaire de la chaîne russe ORT, et c'est lui qui a introduit Vladimir Poutine dans l'entourage du président Boris Eltsine, qui, 6 mois plus tard, va devoir démissionner, va être contraint à la démission pour laisser sa place à Poutine. Berezovsky, en 2001, va devoir s'exiler de Russie, et il verra le Kremlin de son ex-ami Vladimir Poutine prendre le contrôle de tout son empire médiatique avant de mourir, probablement en se suicidant, en 2013. On comprend bien, si vous voulez creuser, cette lutte entre les médias, les oligarques et le pouvoir de Poutine dans le roman Giuliano da Empoli, le mage du Kremlin, qui a failli gagner le prix Goncourt en 2022. Et lui-même, Giuliano da Empoli, avait été le conseiller politique de Matteo Renzi avant d'écrire un excellent livre sorti en 2019, Les ingénieurs du chaos, où il décortique l'émergence de Pepe Grillo, mais aussi de Steve Bannon, le conseiller de Donald Trump. Avec Wendy Murdoch, Rupert Murdoch vit une nouvelle jeunesse. Il a près de 70 ans, mais ils vivent tous les deux à l'hôtel Mercer, à Soho, à New York. Lui abandonne ses costumes pour des petits cols roulés, et Wendy lui ouvre toutes les portes de la Silicon Valley comme d'Hollywood. Murdoch revend son yacht, le Morning Glory, à Berlusconi, qui va y faire ses fameuses soirées Bunga Bunga, et il entame une nouvelle vie de jet-setter, lui le timide Australien. Wendy Deng invite aussi les patrons de Google dans le ranch des Murdoch en Californie, et elle va jusqu'à l'accompagner au bout du démantèlement de ses opérations en Chine. Murdoch d'ailleurs craint toujours pas le ridicule, puisqu'il dit publiquement qu'il est maintenant presque un asiatique avec une femme chinoise. Seulement, en 2000, Murdoch apprend qu'il souffre d'un cancer de la prostate. À ce moment-là, il a exactement l'âge de son père quand il était mort, 69 ans. Wendy Deng est la seule personne au courant, jusqu'à ce qu'une fuite dans la presse fasse chuter le cours de News Corp de 10 milliards de dollars. Et là, le bal des spéculations sur sa succession est ouvert. Pourquoi Murdoch n'avait pas voulu prévenir ses enfants? Pourquoi Murdoch, à cette époque, se rapproche de Berlusconi, de Milken? Parce qu'ils sont passés aussi par le cancer de la prostate. Il se rapproche aussi de Rudolph Giuliani, parce que ce dernier se fait diagnostiquer le même cancer au même moment. Alors il se serre les coudes, et le maire de New York, qui deviendra plus tard l'avocat et le conseiller du futur président Trump, va, avec Rupert Murdoch, faire front. Parce que Murdoch ne peut pas paraître mortel. Pourquoi? Parce que son influence tient justement à sa longévité. Alors, il s'accroche, il continue de travailler 7 jours sur 7. Et 9 mois après l'annonce du diagnostic de son cancer, il annonce même la naissance de son 5e enfant, une petite fille. Et 2 ans plus tard, il aura encore une autre petite fille qui s'appelle Chloé. En 2004, quand il apprend la mort de Lawrence Rockefeller, le descendant d'une des plus grandes familles aristocratiques américaines, Murdoch achète pour 44 millions de dollars son triplex de 2400 mètres carrés qui surplombe le zoo de Central Park. Il veut s'imposer comme le successeur des Rockefeller dans l'imaginaire américain. Il veut même construire un complexe architectural plus grand que le Rockefeller Center de New York pour abriter le siège de son empire, le siège de News Corp. Et c'est la crise des subprimes en 2008 qui va mettre un terme rapide à ce projet pharaonique, délirant. Seulement, le plus gros problème de Rupert Murdoch ne fait qu'arriver. Ce sont des rumeurs d'infidélité de Wendy Murdoch avec Tony Blair. Tony Blair qui est le parrain de Grace, qui a été baptisé en 2010 au bord du lac Jourdain. Et en juin 2013, Murdoch découvre qu'en fait, sa femme et Tony Blair se retrouvent depuis des mois dans son ranch californien, dans son dos. Alors, une semaine plus tard, il demande le divorce, sans avoir confronté ni Wendy, ni Tony Blair. Certains, convaincus du caractère machiavélique de Rupert Murdoch, voient dans cette affaire une façon pour lui de sortir sa femme de l'équation de sa succession 2 semaines seulement avant l'annonce de la division de son empire en 2. Seulement les proches de Murdoch disent qu'il n'a pas dormi pendant des mois après cette affaire. Pour régler le divorce, il va lui céder son triplex de Manhattan et leur résidence à Pékin. Mais la plus grande blessure dans l'orgueil, dans la réputation de Rupert Murdoch, va venir à ce moment-là du Royaume-Uni. En 2008, c'est son gendre, Matthew Freud, qui avait été conseiller en relations publiques de Tony Blair, qui lui conseille de rencontrer David Cameron et surtout qui conseille à David Cameron de se soumettre à ce rituel maintenant classique en Grande-Bretagne de séduction de Rupert Murdoch pour devenir Premier ministre. Alors David Cameron se rend en Grèce pour aller boire un verre, boire un coup, sur le yacht des Murdoch, le Rose Hurty. Seulement, Cameron n'arrive pas à jouer le jeu. On lui avait pourtant bien dit comment brosser dans le sens du poil Rupert Murdoch. Cameron résiste. Et en 2010, c'est sur l'insistance de son fils James que Rupert Murdoch va finalement se résigner
à soutenir David Cameron qu'il n'aimait pas, en choisissant comme par hasard le jour où Gordon Brown doit prononcer un discours majeur devant la conférence du Parti travailliste pour publier en une du Sun une énorme photo de David Cameron avec en une notre seul espoir. Brown évidemment appelle immédiatement Robert Murdoch, il est furieux, il le menace. Vous essayez de me détruire, moi et mon parti, je vais vous détruire, vous et votre entreprise. À ce moment-là, Cameron est très proche de Rebecca Brooks, née Rebecca Wade. C'est la DG de News International, la maison mère des journaux britanniques de News Corp, et Murdoch la considère comme sa propre fille. David Cameron choisit un proche de Rebecca Brooks, Andy Coulson, comme directeur de la communication du 10 Downing Street. Seulement Andy Coulson est l'ancien rédacteur en chef du News of the World, le titre tabloïd de Murdoch. Il l'a été de 2003 à 2007. Et à ce moment-là, le gouvernement de Cameron va faire ce qu'aucun gouvernement depuis des décennies n'avait accordé à Rupert Murdoch. Il va geler la redevance de la BBC, les chaînes publiques de télévision britanniques. Rupert Murdoch, qui se croit à ce moment-là tout puissant, en profite pour lancer une OPA de 6 milliards de livres pour obtenir la pleine propriété de Biscaybe, dont il a déjà 39% du capital et dont le fils est le PDG. À ce moment-là, Murdoch veut profiter de ce moment de force pour consolider son emprise sur les médias britanniques, en même temps que la fortune qu'il va devoir léguer à ses enfants. Seulement, un secrétaire d'État inconnu au bataillon, Vincent Cabell, s'y oppose fermement sous un prétexte, sous un bon motif, c'est que Murdoch détiendrait à ce moment-là plus de 20% des médias britanniques. Là, des jeunes et jolis journalistes venus d'on ne sait où, qui cachent leur qualité de journaliste, vont soutirer au secrétaire d'État ces propos. Je cite : « Je lui ai déclaré la guerre, je l'ai bloqué en utilisant les pouvoirs légaux dont je dispose, et tout son empire est maintenant attaqué. » C'est la révélation de ces propos dans la presse qui va entraîner le dessaisissement du dossier de secrétaire d'État au profit d'un ministre de la Culture, Jeremy Hunt, qu'on ne va pas tarder à surnommer le ministre de Murdoch, tellement il est favorable aux intérêts de la famille Murdoch et de l'empire News Corp. Le projet Rubicon, comme on le surnomme dans l'entourage de Rupert Murdoch, est plutôt bien engagé quand, en juillet 2011, éclate le plus grand scandale médiatique de l'histoire de la Grande-Bretagne. Le journaliste d'investigation Nick Davis révèle dans une série de papiers dans le Guardian que le News of the World a, par exemple, piraté le téléphone d'une adolescente de 13 ans, enlevée sur le chemin de l'école, puis assassinée. Cette affaire n'est l'aboutissement que de très longues années d'enquête sur les pratiques douteuses, criminelles, des journaux du groupe de Rupert Murdoch. Dès la fin 2005, le prince William avait partagé sa conviction que certaines informations publiées dans News of the World n'avaient pas pu être obtenues autrement qu'illégalement en ayant eu accès à son répondeur téléphonique. D'ailleurs, l'auteur de ces articles sur William est arrêté. Il est arrêté en même temps qu'un détective privé, un ancien footballeur, qui était payé 850 000 livres par an par News of the World. Et leur procédé était le même. Ils appelaient le téléphone portable de leur cible des personnes de la famille royale, des nobles, des politiques, des footballeurs, des stars, pour entrer leur code de sécurité standard, parce que peu de gens prennent en fait la peine de le modifier à l'époque, et consulter leurs messages téléphoniques. Ils ont passé plus de 600 appels à diverses personnalités. Et à l'époque, le rédacteur en chef s'appelle Andy Coulson. Il doit démissionner quand, en 2007, le journaliste et l'ancien footballeur détective privé sont condamnés à 4 et 6 mois de prison ferme. Seulement, les autres médias ne veulent pas prendre le risque d'exposer leur propre méthode de collecte d'informations, et donc cette première affaire fait finalement assez peu d'écho, jusqu'à septembre 2010, et le moment où le Guardian publie une série d'articles sur une opération lancée par Scotland Yard, avec 45 officiers police, qui s'appelle l'opération Viking. Elle fait suite à la responsabilité de News International, la filiale britannique News Corp, qui avait été reconnue coupable en mai 2010 dans l'atteinte à la vie privée d'un couple d'acteurs britanniques, Jude Law et Sienna Miller. Et finalement, cette enquête va révéler assez vite que l'ancien footballeur devenu détective privé avait mis sur écoute des portables, et notamment les téléphones portables des parents de 2 petites filles assassinées en 2002. À ce moment-là, des annonceurs décident de retirer leur budget des médias de Rupert Murdoch, et notamment de News of the World, et Murdoch, pour sauver son projet Biscaybe, va prendre une décision radicale. Il annonce la fermeture du News of the World. Le 10 juillet 2011, c'est la dernière édition d'un journal créé
168 ans plus tôt, qui paraît dans les kiosques britanniques. Murdoch doit même accepter la démission de sa fille spirituelle, Rebecca Brooks, contre une indemnité de 10 800 000 livres. Et quelques jours plus tard, 3 jours plus tard, en réponse à une pétition signée par 300 000 Britanniques, le gouvernement fait adopter sans vote une motion qui demande à Rupert Murdoch de retirer son œuvre sur Biscayne au nom de l'intérêt général. Murdoch n'aura pas pu franchir le Rubicon. Et pour la première fois depuis plus de 40 ans, le gouvernement britannique ne soutient pas Murdoch, ne va pas dans son sens. D'ailleurs, le scandale ne va pas toucher que les titres de Rupert Murdoch. Il touche également la police, dont on comprend les liens étroits avec les journaux de Murdoch. Ils sont révélés dans la presse. On comprend que le chef de Scotland Yard a dîné 18 fois avec des dirigeants de news internationales. Et que pas moins de 10 des 45 attachés de presse de Scotland Yard sont d'anciens journalistes du groupe de Rupert Murdoch. David Cameron décide d'aller plus loin. Il veut ajouter au déshonneur la honte. Alors, il veut ouvrir une enquête parlementaire. Elle commence en novembre 2021. Murdoch règle d'ici là les plaintes les plus discrètement possibles, mais elles sont très nombreuses parce qu'elles sont financées par l'ennemi juré de Rupert Murdoch, Max Mosley. C'est l'ancien président de la Fédération internationale automobile, et en 2008, il avait été victime d'une une de News of the World qui titrait « Le patron de la Formule 1 a participé à une orgie nazie avec 5 putes ». Et c'est en tout 72 affaires civiles qui vont être réglées début 2012 par News Corp pour plusieurs millions de livres chacune. Lors de son audition devant les parlementaires britanniques, Rupert Murdoch dit très simplement que c'est le jour le plus humble de sa vie. Ses enfants, à qui il a renvoyé la plupart des questions gênantes, ont bien du mal à y répondre. On retrouve ça d'ailleurs dans les scènes d'audition sur le scandale des croisières criminelles dans la série Succession. Mais ce que le monde politique britannique, occidental, fait mine de découvrir en 2011 seulement, c'est que le chantage, les menaces, la paranoïa imprègnent profondément la vision murdochienne de l'entreprise, de l'empire, la vision murdochienne de la presse, des médias, et la vision murdochienne de la société, des politiques. L'une des phrases d'ailleurs que Rupert Murdoch dit le plus souvent à ses collaborateurs, c'est « on a des trucs sur lui ». Jerry Hall d'ailleurs, son ex-femme, au moment où elle s'est installée dans la maison de l'Oxfordshire, la campagne britannique la plus cossue qu'elle avait reçue pour son divorce avec Murdoch, a découvert que les vidéos de ses caméras de télésurveillance renvoyaient toujours directement vers un bureau au siège de la Fox. Parce que Rupert Murdoch, il ne veut pas seulement contrôler ses équipes, comme tous les petits chefs, comme tout le micromanagement. Il veut posséder les gens. Pour lui, ses collaborateurs sont des choses à son service, et pas des êtres humains. Il a constitué ce qu'on pourrait appeler une mordocratie, c'est-à-dire une médiocratie, où c'est d'abord parce qu'il embauche des gens qui sont inemployables ailleurs, que ses journalistes et ses dirigeants sont dépendants de lui, sont condamnés à lui rester loyaux et dévoués, quoi qu'il en coûte, et c'est ce qui souvent d'ailleurs les conduit dans une idolâtrie outrancière. On le voit chez Fox News avec les présentateurs qui ont toujours défendu Rupert Murdoch. Et lorsque Murdoch veut quelque chose, il n'a pas besoin de taper spécifiquement du poing sur la table. Il commence par le suggérer, et puis il revient à la charge, et c'est seulement si on ne lui obéit pas qu'il recourt à un tonitruant « bordel de merde, faites ce que je dis ou vous êtes viré ». C'est comme ça qu'entre 2009 et 2011, son groupe trusté de paranoïaques, News Corp, a dû débourser 655 millions de dollars pour régler à l'amiable des accusations d'espionnage industriel et de pratiques anticoncurrentielles qui visaient une seule de ses filiales, News American Marketing. C'est une filiale spécialisée dans le couponing, dans les magasins et dans les journaux. Et son patron, Paul Carlucci, avait pris l'habitude de dire à tous ses concurrents « Moi, vous savez, je travaille pour un homme qui veut tout et qui n'accepte pas qu'on lui dise qu'il ne peut pas tout avoir. » Murdoch, c'est ça, c'est cet enfant gâté. Et Murdoch, d'ailleurs, a remercié Paul Carlucci en le nommant à la tête du New York Post quand son fils Lachlan a claqué la porte du groupe violemment en 2005. La question qui subsiste, c'est est-ce que finalement Murdoch a du sang sur les mains? Eh bien, on peut se poser la question parce qu'en Russie, Rupert Murdoch a voulu pénétrer le marché de l'affichage publicitaire. Pour ça, il s'est appuyé sur un homme qui s'appelle Maxim Tchakev, dans un contexte particulier. Entre 1996 et 2004, 11 publicitaires russes ont été tués ou blessés dans des attaques à main armée sur ce tout petit marché de l'affichage publicitaire. Et en 2002 d'ailleurs, Tchakev lui-même a survécu de justesse à une tentative d'assassinat juste devant son bureau commise par des agents de sécurité d'une des entreprises concurrentes. À ce moment-là, Murdoch écrit à Vladimir Poutine en direct pour lui demander une enquête. En vain,
Mais Tchakov va réussir à profiter de l'assassinat la même année de son grand concurrent Vladimir Kanevsky pour racheter les 2 tiers de sa société, celle qui contrôle le marché de l'affichage à Moscou, pour le compte de News Outdoors. News Outdoors, c'est la société de Rupert Murdoch, qui devient à ce moment-là la plus grande société d'affichage d'Europe de l'Est et une des premières au monde. Cette position commence à faire grincer des dents au Kremlin et Murdoch doit aller rencontrer Vladimir Poutine en 2005, puis dans la foulée, il va nommer un proche de Poutine à la tête de la société News Outdoors. Et en 2011, en plein scandale des écoutes, Rupert Murdoch, d'un coup d'un seul, revend à très bas prix sa participation parce qu'il a peur que des révélations gênantes puissent être mises sur la place publique. En mars 2012, le FBI va d'ailleurs ouvrir une enquête sur les activités russes de Rupert Murdoch. Elle le soupçonne tout simplement d'avoir violé la loi américaine en se servant de News Corp pour faire de la corruption à l'étranger, en versant de l'argent à des policiers, à des fonctionnaires et même à des militaires en échange d'informations. Seulement, dans l'univers de Rupert Murdoch, ce sont les voyous qui sont les rois. Et c'est la moralité, le principe de management le plus efficace. C'est ce qu'on va retrouver avec son confrère Donald Trump.